On pense tous savoir ce qu'est la vie jusqu'au moment où on essaye vraiment de la définir. C'est vrai. Quelle est la différence? La différence fondamentale entre un rocher et une bactérie. Ça a l'air simple comme question. Mais ça ne l'est pas du tout. C'est un des plus grands mystères de la science. À quel moment précis est-ce que de la matière inanimée, juste un tas de molécules, devient un agent, Quelque chose qui agit pour son propre compte. qui a une sorte d'intention? C'est ça. Et aujourd'hui, on va se plonger dans une source qui prétend avoir trouvé la recette minimale, le code source de l'agentivité, si on veut. C'est un article scientifique de Stuart Kauffman et Philip Clayton sur l'émergence, l'agentivité et l'organisation. Exactement. On va décortiquer leur argument, voir s'il tient la route, et surtout comprendre comment leur idée remet en cause une vision très, très puissante en science. Celle qui dit que toute la biologie finira un jour par être réduite à de la simple physique. Tout à fait. Et ce qui est génial avec ce papier, c'est qu'il plonge la tête la première dans un débat qui est vieux comme le monde en sciences. Le réductionnisme contre l'émergence. C'est ça. D'un côté, l'idée que si on connaissait l'état de toutes les particules, on pourrait tout prédire. Tout s'explique par le bas. Et de l'autre, De l'autre, l'idée que quand les choses deviennent complexes, de nouvelles propriétés apparaissent. Des choses qui n'existaient tout simplement pas avant. et ce texte, il choisit son camp. Ah oui, il ne mâche pas ses mots. Il défend une forme très forte d'émergence qu'ils appellent ontologique. Attendez, ontologique, ça sonne très philosophique. Est-ce que ça veut dire que la vie serait une nouvelle sorte d'être dans l'univers? C'est exactement ça l'enjeu. Au même titre qu'une particule ou une force swarkiante, pas juste un nouvel arrangement de vieilles choses. C'est leur thèse. Ils affirment que la vie n'est pas juste une manifestation incroyablement compliquée de la physique, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, avec ses propres règles du jeu. D'accord, alors, déballons ça. Commençons par le cœur du sujet. Les auteurs prennent un exemple simple, une bactérie qui nage vers du glucose. Elle agit pour son propre compte. C'est une phrase simple, mais qui cache une complexité énorme. Sur quoi repose cette capacité? Kaufman et Clayton proposent 5 conditions minimales. Exactement. Ils essaient de définir le système naturel minimal auquel on peut attribuer, disons, un langage de but, de finalité, sans faire d'anthropomorphisme. Alors, la première condition, La première, c'est assez logique. Il faut que ça puisse se répliquer. faire des petits en quelque sorte. Voilà, c'est la base de tout. Ils appellent ça la reproduction autocatalytique. Le système doit être le moteur de sa propre copie. D'accord, donc la première brique, c'est la capacité de se copier. Mais un cristal de glace peut techniquement croître, imposer sa structure. Ça n'en fait pas un agent pour autant. Excellente objection, Donc il doit y avoir autre chose. Quelque chose lié à l'énergie, j'imagine. précisément. Et c'est pour ça que la deuxième condition est si cruciale et, pour le coup, beaucoup moins intuitive. Le système doit accomplir au moins un cycle de travail. Un cycle de travail. Oui, on va y revenir en détail parce que c'est vraiment le cœur de leur moteur conceptuel. Ça me fait penser à un moteur à explosion, un cycle de Carnot, quelque chose de très mécanique, pas très biologique, mais d'accord. Mettons ça de côté un instant. Quelles sont les autres conditions? La troisième, c'est l'existence de frontières. L'agent doit avoir une membrane, une limite qui le sépare du reste du monde. Ce qui crée un individu. Un soi distinct de l'environnement, oui. La membrane d'une cellule, c'est l'exemple parfait. D'accord? La quatrième condition est plus subtile. C'est la construction de contraintes auto-entretenues. C'est-à-dire? L'idée, c'est que le système utilise de l'énergie pour construire des structures, et ces structures, à leur tour, canalisent l'énergie de manière encore plus efficace. C'est une boucle qui s'amplifie. Donc, il ne fait pas que vivre dans son environnement, il construit activement les murs de sa propre usine pour la rendre plus performante. Voilà. Et enfin, la cinquième condition, c'est le choix et l'action. L'agent doit pouvoir réagir différemment à au moins deux situations. L'exemple classique. Nager vers la nourriture et fuir un poison. C'est ça, cette capacité de modulation de l'action et la signature d'un agent. D'accord. Alors, revenons à ce concept de cycle de travail. C'est vraiment le point qui m'intrigue le plus. Expliquez-nous ce que ça veut dire concrètement pour une cellule. L'analogie avec le moteur de voiture, elle est bonne. C'est exactement la bonne analogie, et elle est plus profonde qu'on ne le pense. Un cycle de travail, c'est la capacité de coupler un processus qui se produit tout seul et qui libère de l'énergie. En chimie, on appelle ça une réaction exergonique. Tout à fait, on couple ça à un processus qui, lui, ne se produirait jamais tout seul et qui demande de l'énergie, une réaction endergonique. Comme dans un moteur.
Exactement. Dans un moteur, la combustion de l'essence est spontanée, ça libère une tonne d'énergie. Cette énergie est capturée et utilisée pour faire remonter un piston, ce qui est tout sauf spontané. Et dans une cellule, comment ça se traduit? Dans une cellule, la dégradation d'une molécule comme l'ATP, la monnaie énergétique du vivant, c'est le processus spontané. L'énergie libérée est immédiatement utilisée pour forcer une autre réaction. Comme construire une protéine ou contracter un muscle? Des choses qui coûtent de l'énergie, oui. Le point absolument clé ici, et c'est ce qui distingue la vie du cristal de glace, c'est que l'agencivité est un concept de non-équilibre. Ah oui. Un système à l'équilibre thermodynamique, c'est un système où plus rien ne se passe. C'est la mort thermique. Alors que la vie? La vie, c'est un système qui se bat en permanence pour rester loin de cet équilibre. Elle exploite et maintient activement ce déséquilibre pour agir sur le monde. Donc si je comprends bien, un agent, c'est une machine thermodynamique incroyablement sophistiquée qui se construit et se maintient elle-même. Loin de l'état de mort. Oui. C'est là que l'argument devient vraiment vertigineux. Les auteurs soulignent une boucle cruciale. Il faut du travail pour construire des contraintes, mais il faut aussi des contraintes pour pouvoir effectuer du travail. C'est l'éternel problème de l'œuf et de la poule. Exactement. Et c'est le cœur de l'organisation. Prenons la définition d'un physicien. Le travail, c'est la libération contrainte d'énergie. Pour que du gaz en combustion pousse un piston et produise du travail, il faut un cylindre. Le cylindre, c'est la contrainte. C'est la contrainte. Sans ce cylindre, le gaz se dissiperait dans toutes les directions. Aucune énergie utile ne serait produite. Et c'est là que la boucle se forme. Mais, pour fabriquer ce cylindre en métal, il a fallu de l'énergie. Il a fallu effectuer du travail. Et dans une cellule, on voit cette même boucle à l'œuvre. C'est très concret. Une cellule utilise de l'énergie, donc elle effectue du travail, pour assembler des molécules de lipides et construire sa membrane. D'accord. Cette membrane, une fois construite, devient une contrainte extraordinairement puissante. Elle sépare l'intérieur de l'extérieur, elle crée des gradients, Elle change les règles du jeu à l'intérieur. elle modifie complètement la façon dont les réactions chimiques se déroulent. Et ces nouvelles conditions, créées par la contrainte membrane, permettent à la cellule d'accomplir d'autres tâches, Importer de la nourriture, expulser des déchets. ce qui génère plus d'énergie pour construire d'autres contraintes, comme des protéines, qui sont elles-mêmes des nanomachines. C'est une cascade de travail qui construit des contraintes qui permettent encore plus de travail. Donc si on résume l'idée, la vie n'est pas une chose. C'est un processus qui se construit lui-même en permanence. C'est un tourbillon qui fabrique ses propres parois pour continuer de tourner. C'est la meilleure image possible. C'est ça l'idée. C'est vertigineux. Et cette boucle travail, construction, travail se referme sur elle-même de la manière la plus spectaculaire qui soit lorsque la cellule, elle parvient à construire une copie d'elle-même. La reproduction. C'est ça. Et pour Kaufman et Clayton, cette organisation autopropagatrice est une nouvelle forme fondamentale d'organisation de la matière. C'est la vie. Et c'est là qu'ils disent « voilà pourquoi c'est ontologiquement émergent ». Parce que le tout, Le tout, la cellule organisée, possède des pouvoirs que ses parties isolées n'ont absolument pas. La capacité de se reproduire et par conséquent la capacité d'évoluer par sélection naturelle. Aucune molécule isolée ne peut faire ça. D'accord. C'est une définition très puissante. Alors, venons-en aux implications plus larges. Si on accepte l'existence de ces agents, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire une croix sur le rêve de tout expliquer par la physique? C'est exactement leur conclusion. Ils avancent 3 arguments très forts pour dire « oui, il faut abandonner ce rêve ». Ils s'attaquent frontalement au réductionnisme strict. Tout à fait. Leur premier argument, c'est celui de l'indétermination du biologique par le physique. L'idée, c'est que l'évolution darwinienne est agnostique sur son support matériel. Elle se fiche de savoir si elle tourne sur du silicium ou du carbone. C'est ça, c'est l'argument de la réalisabilité multiple, un peu comme un logiciel qui peut tourner sur un Mac ou un PC. L'évolution, c'est le logiciel, et la biochimie, c'est le matériel. C'est une excellente analogie. La vie sur Terre est basée sur le couple ADN-protéines, mais rien ne dit que c'est la seule façon de faire. Leur conclusion est radicale. On ne peut pas réduire les lois de l'évolution à un ensemble unique de lois physiques parce qu'on ne peut même pas prélister tous les matériels possibles qui pourraient faire tourner ce logiciel. L'espace des possibles est ouvert. D'accord, c'est un argument sur l'universalité potentielle de la vie. Quel est le deuxième? Le deuxième concerne les préadaptations darwiniennes. Ou exaptation. Ah oui, un concept classique en évolution. C'est ça, une caractéristique qui évolue pour une certaine fonction peut, par hasard, se révéler utile pour une toute autre fonction dans un nouvel environnement.
L'exemple célèbre, c'est la vessie natatoire des poissons. Exactement. Un organe pour contrôler la flottaison. Chez certains poissons qui se sont aventurés hors de l'eau, cette poche d'air a été cooptée et est devenue... Les poumons des vertébrés terrestres. Voilà. Et le point des auteurs, c'est qu'il est impossible de prédire ces coups de théâtre évolutifs. C'est un peu comme l'invention du post-it, qui était à l'origine une super colle ratée. Personne n'aura pu prédire que cet échec créerait une nouvelle fonction, un nouveau pouvoir causal dans le monde. C'est exactement ça. Et c'est impossible à prédire en principe, pas juste parce qu'on n'est pas assez intelligent. Pourquoi ? Car pour prédire toutes les préadaptations possibles d'un organe, il faudrait lister à l'avance tous les environnements futurs possibles et toutes les utilisations possibles de cet organe. Or, cet espace des possibilités est infini. Et non défini. Voilà. De nouvelles fonctions volées, respirer de l'air, émergent de manière fondamentalement imprévisible. L'univers biologique n'est pas prédéterminé, il s'invente en permanence. Ce qui nous amène au troisième et dernier argument, qui est peut-être le plus provocateur, la causalité descendante. Le downward causation. Oui, cette idée me semble très contre-intuitive. On nous apprend que tout s'explique par le bas, par les particules. Est-ce qu'il y a une vraie force qui descend du haut vers le bas ? C'est une vraie affirmation sur la structure causale du monde. L'exemple qu'il donne est simple mais très puissant. L'extinction d'une espèce. D'accord. La mort du dernier membre d'une espèce, disons le dernier dodo, c'est un événement qui se produit au niveau de l'organisme entier. Mais quand cet organisme meurt, toutes les molécules uniques qu'il constituait, ses gènes, ses protéines, disparaissent à jamais de la biosphère. L'événement au niveau de l'organisme a eu une conséquence irréversible au niveau moléculaire. C'est ça. Mais un réductionniste pur et dur dirait que l'écologie des populations ou la pression de sélection, ce ne sont que des descriptions statistiques. Au final, la mort du dernier dodo est bien un événement physique. C'est l'objection classique, mais ils répondent que le pouvoir explicatif ne se trouve pas au niveau inférieur. Ah, Pour expliquer pourquoi le dodo a disparu, on ne peut pas se contenter de décrire la trajectoire de chaque atome. On doit faire appel à des concepts comme la prédation, la destruction de l'habitat. des concepts qui n'existent pas dans le vocabulaire de la physique. Voilà, les lois du haut de l'écologie ont un impact causal, direct et irréversible sur la composition du bas. Le contexte global sélectionne et élimine des configurations de matière au niveau micro. En résumé, cette exploration nous a mené d'une question en apparence simple, qu'est-ce qu'un agent, à une remise en cause profonde de la vision réductionniste de la science. C'est une vraie remise en cause. L'idée d'un agent défini par sa capacité à effectuer des cycles de travail et à construire ses propres contraintes, c'est un cadre vraiment puissant pour penser le vivant. Et la conclusion, c'est que la biologie possède ses propres règles du jeu. Des règles qui ne sont pas de simples conséquences complexes de la physique, mais quelque chose de qualitativement différent. Oui. Et une dernière pensée importante des auteurs, c'est qu'il nous manque encore une véritable théorie de l'organisation. On observe ce processus incroyable dans une cellule, ce qu'ils appellent la clôture des tâches. Où un réseau complexe d'activités finit pour se boucler sur lui-même pour produire une copie. On le voit, ça marche, mais nous n'avons pas encore les outils formels, mathématiques ou conceptuels pour le décrire de manière rigoureuse. C'est une frontière majeure de la connaissance. Comprendre comment l'organisation émerge et se maintient. C'est aussi important peut-être que l'unification de la physique. Et ça nous laisse avec une pensée pour la réflexion. L'article se concentre sur l'agentivité biologique minimale, la bactérie, mais si on prend au sérieux ces principes de cycle travail-contrainte et d'organisation autopropagatrice, on peut se demander où d'autres on pourrait les appliquer. C'est une bonne question. On pourrait penser à l'évolution technologique où une invention, qui est une forme de travail, crée de nouvelles possibilités qui permettent d'en créer d'autres. Ou même aux organisations sociales, aux économies, qui construisent leur propre structure pour canaliser l'énergie. La question reste ouverte. Où d'autres, dans l'univers, pourrions-nous observer l'émergence de ce type d'agentivité ?